On parle régulièrement de nos jours de l'importance du mental chez les athlètes de haut niveau pour réaliser des exploits sportifs. Je m'appelle Sébastien Bruno-Durand, je suis préparateur mental et à l'initiative de ce podcast, parlons de votre mental. Mon objectif est d'aller à la rencontre d'athlètes, mais aussi d'artistes, de chefs d'entreprise, de managers, d'étudiants et diverses professions pour les interroger sur les ressources psychologiques qu'ils utilisent au quotidien pour être performants dans leurs projets et bien dans leur basket tout au long de l'année. Vous pourrez découvrir des invités qui nous parleront de leur parcours, de leur définition du mental, des ressources psychologiques qu'ils utilisent pour développer confiance, motivation, détermination, gestion des émotions et des échecs et surtout leur capacité à rebondir, toujours aller plus haut, plus loin en restant positif. À votre tour, vous pourrez expérimenter leurs recettes dans votre quotidien pour booster votre mental. Allez, c'est parti, parlons de votre mental avec notre invité du jour. Bonjour Sarah. Écoute, je te remercie d'avoir accepté la proposition pour t'interviewer sur le podcast Parlons de votre mental. Et écoute, je vais tout de suite te demander de te présenter. Alors, Sarah, effectivement, d'Alinde, je viens de la Guadeloupe. J'étais sportif professionnel jusqu'à il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans. Et demi. J'étais escrimeuse, médaille olympique et double championne du monde. Aujourd'hui, je travaille dans la tech. Maintenant, depuis février, je suis à mon compte. Et puis voilà, engagée pour des causes, pour des jeunes, pour des femmes, dans le sport, dans la tech. Voilà. Bon, en tout cas, une vie d'après sportive bien remplie, à ce que je vois. Qu'est-ce que t'inspire ton parcours professionnel, sportif? Les deux. Dans l'ensemble, je commence par le professionnel. Je dirais que on a la possibilité de rebondir, même si c'est pas toujours évident, parce que tu vois, moi j'avais fait un master en management du marketing. Et en fait, je voulais bosser dans la data science, etc. Et j'avais pas envie de reprendre 5 années d'études ou 8. Et du coup, je pense qu'avec le sport aussi, on apprend à être résilient, persévérant, etc. Et j'ai pu mettre en place des choses que j'ai apprises dans le sport, en tout cas, pour me mettre des objectifs et apprendre assez rapidement et intégrer justement des startups et ce milieu-là. Donc oui, je pense qu'après le sport, on est capable de rebondir, de faire des choses qui nous intéressent et avoir plein de projets. Tu vois, moi j'ai des projets dans l'éducation et la tech, le sport et la tech, la jeunesse d'une manière générale. Donc je suis assez contente. Et sur le plan sportif, j'aurais aimé finir ma carrière différemment, parce que j'ai eu un accident de voiture 1 an et demi avant les Jeux de Rio. Enfin, sur le coup, c'était plutôt ça. Et en fait, maintenant, là aujourd'hui, voilà, je suis bien dans ma vie. Il y a du sens, je me sens bien et je suis contente, de mon parcours sportif, parce que quand même, je viens de la Guadeloupe. C'est à plus de 8000 km de Paris. J'ai pratiqué un sport qui est un peu bourgeois quand même, faut le dire. Un sport où il y a, comme dans la société en général, il y a du racisme, donc ce qui est pas simple. Voilà, j'ai dû quitter mon île natale pour aller à l'internat. Enfin, vraiment, ça n'a pas été simple et je peux être contente et fière de ce que j'ai fait, du parcours, quoi, et de ce que je partage maintenant avec les plus jeunes, parce que c'est important pour moi, quoi. Du coup, tu dis que tu es fier. Avec le recul, de quoi es-tu le plus fier, le plus dans ton parcours sportif ou aujourd'hui professionnel? Si on parle de palmarès, il y a la médaille olympique, bien évidemment, les championnats du monde, les médailles mondiales et panaméricaines. Tout ça, c'est forcément le palmarès. Après, si on parle de la personne, enfin la sportive, je dirais le fait d'être resté propre et humble, tu vois. On peut facilement péter les plombs ou quand on n'y arrive pas, prendre des solutions qui sont pas propres ou pas terribles. Donc être resté aussi très focus sur ce que j'ai à faire. Et puis là, dans le boulot, en fait, là, j'ai quitté ma startup là en février justement. Je bossais dans la data science avec le PSG, l'AS Monaco et d'autres. Sur des sujets Roland-Garros, des sujets super intéressants. Mais j'avais envie d'être à mon compte, et puis j'avais envie de projets qui aient plus de sens, justement, quand je te parlais de jeunes, d'éducation, des projets que je suis en train de monter. Et ça, c'était super important pour moi. Donc je suis fier de ça aujourd'hui, parce que tu vois ce que je fais, ou quand j'échange avec des plus jeunes ou avec des parents qui s'inquiètent pour leurs enfants qui partent en France ou aux États-Unis, enfin qui quittent le cocon familial. En fait, je peux être fier de ça aussi, parce que finalement j'échange et je partage et ça apporte quelque chose à quelqu'un, tu vois, qui en a besoin, ou et c'est important.
tu vois, d'être dans le partage aussi, quoi. Si je te dis rendre possible l'impossible, est-ce que ça te parle? Oui, ça me parle. En fait, pour moi, il y a, en fait, au final, il y a rien d'impossible. Moi, quand j'étais en Guadeloupe, toute jeune, j'adorais et j'adore encore la NBA, donc je regardais des Jordan, Scottie Pippen, des Isaiah Thomas, Iverson, et des André Agassi aussi, pas mal de sportifs et surtout hommes. Et comme je l'ai déjà répété plusieurs fois, mais à 16 ans, j'ai vu Laura Flessel qui vient de la Guadeloupe, elle aussi, qui a connu qui a eu une vie qui pas simple non plus et qui est devenue la première championne olympique à l'épée d'armes. Et donc à 16 ans, en fait, je me suis projetée dans un monde en me disant, en fait, c'est possible. C'est pas parce que t'es à 8000 km de Paris, que c'est loin, que tu peux pas rentrer en équipe de France. C'est pas parce que t'es une femme et que t'es noire et que ci et que ça, en fait. Donc à partir de là, pour moi, tout semble être possible. Et la grande chance que j'ai eue, c'est aussi d'avoir des parents présents et qui m'ont dit, ma mère qui m'a dit, il faut que tu travailles, ça va arriver. Et mon père qui nous a toujours ouvert les chakras, si je puis dire, en disant, oui, qui que tu sois, sur qui tu tombes, quel que soit d'où tu viens, etc. Tout est possible et accessible. Après, on peut se vautrer, on peut ne pas réussir, mais si je parle de mon exemple, oui, je parle de 8000 km dans un milieu pas forcément favorisé et finalement j'ai atteint quelques-uns de mes objectifs et du coup je suis pleinement satisfaite. Donc c'est en ça que je dis que oui, l'impossible est possible, mais au final, on finit par se rendre compte qu'il n'y a pas d'impossible, quoi. C'est ce que je veux dire. on a bien compris. En tout cas, souvent, c'est en se fixant des limites, souvent qu'on s'arrête à cette limite. Donc, forcément, l'idée, c'est de tout le temps repousser nos limites et aller vers le haut, quoi qu'il arrive. Et si on parlait un peu de ton mental? Oh. Alors, qu'est-ce que le mental pour toi? Alors, le mental, je ne saurais pas vraiment le décrire. Une chose est sûre, c'est que pour avoir été athlète pro et d'entendre, moi je suis beaucoup le sport, je suis beaucoup le foot, la Ligue 1, mais je suis aussi beaucoup la Premier League, la NBA, le basket, j'adore ça. Je regarde tous les soirs, je regarde les escrimeurs, je regarde des athlètes français, pas français, et puis mes voisins, je les plains parce que moi je crie comme une folle dans mon salon, quoi. Puisque maintenant avec le Covid, on est dans le salon. Et il y a un truc qui me rend dingue, c'est d'entendre les gens dire ouais, il a pas le mental, il a pas que ce soit des journalistes ou des supporters, alors que très souvent ce sont des gens qui ne savent pas ce que c'est en fait et ça c'est quelque chose qui me dérange, mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est aussi les mentalités. Mais le mental, c'est je pense que c'est la chose qu'on construit, c'est la personne en fait, même c'est même pas une chose, c'est la personne qu'on construit intérieurement, qui nous apprend à être confiant en nous, faire confiance à notre sixième sens, notre instinct, à faire confiance aux gens qu'on sent pas, le moment, choisir le bon moment. Je pense on n'a pas forcément tous une force mentale de fou. Mais par contre, c'est quelque chose qui se travaille. On n'est pas surdoué, on a tous des prédispositions, le mot m'échappait, ou pas d'ailleurs, mais quoi qu'il arrive, que tu sois doué ou pas, t'es obligé de travailler au bout d'un moment. Et le mental, c'est quelque chose, c'est une personne, c'est vraiment une part de toi qui fait que tu travailles forcément. Et plus ça apprend à te connaître, plus ça apprend à gagner, si je puis dire, et plus tu deviens fort en fait. Et d'ailleurs, les défaites aussi te serviront d'ailleurs à mieux gagner par la suite. Du coup, pour toi, un bon mental, c'est quoi? Un bon mental, pour moi, c'est quelqu'un qui a un bon mental, c'est une personne qui est déjà saine, parce que on peut dire ce qu'on veut, il y a beaucoup de personnes qui voient des entre guillemets champions, des athlètes qui sont médaillés, qui sont forts, etc. à la télé, ça veut pas forcément dire, tu vois, pour moi, un Louis, un Armstrong ou quelqu'un qui s'est dopé, pour moi, il a pas un bon mental, quoi. Ce gars-là, il s'est pas respecté, il a pas respecté les personnes qui le soutiennent, quoi. Et pour moi, ça passe déjà par ça, être sain d'esprit, propre de corps, etc. Et un bon mental, c'est arriver à se faire plaisir, à se faire confiance. Tu te fais, c'est ça. Et puis grandir, en fait. À chaque fois, que ce soit une défaite ou une victoire, tu prends une défaite, tu réfléchis à chaud ce qui n'a pas été, tu le notes,
tu digères et tu reviens dessus un peu après. Et en fait, tu adaptes aussi. Tu vois, ton apprentissage se fait aussi en fonction des défaites que tu vis, quoi. Donc ouais, ce serait ça, je pense. Un bon mental, c'est une personne, voilà, saine qui apprend au fur et à mesure et qui grandit intérieurement, qui se fait confiance. Alors toi, quand tu étais athlète, comment tu te préparais mentalement pour ne serait-ce que des grandes épreuves où tu devais aller être performante? Alors j'ai très jeune, on a été entouré. Alors c'est délicat parce que avant l'équipe de France, j'étais à l'internat j'étais chez les juniors, en Guadeloupe. J'étais en sport-études Guadeloupe, voilà. Et on avait un préparateur physique qui était très bon et très fort, et un préparateur mental. C'était les années 90. En France déjà on n'en parlait pas, en France métropolitaine pas trop, et en Guadeloupe, aux Antilles encore moins. C'est pendant des années les gens se cachaient ou n'en parlaient pas, ou il y avait toujours une espèce de malaise ridicule autour du sujet, parce que on a besoin le préparateur mental, c'est pas un gourou, c'est quelqu'un qui vous accompagne pour faire ressortir ce qui est en vous. Et donc oui, moi j'ai été accompagnée assez jeune, ce qui m'a d'ailleurs permis d'être très performante très jeune. Après, c'est quelque chose que j'ai délaissé pendant pas mal d'années, et ça a été aussi des années très bien et ensuite moins bien. Et j'ai eu, quand je suis arrivé en métropole, pareil, j'ai repris contact avec un préparateur en club. Et ce que je vois aujourd'hui à l'INSEP, c'est génial, parce qu'il y a une vraie cellule de préparation mentale avec des coachs, quoi, et qui vont dans toutes les fédérations, alors qu'il y a 20 ans, il y a 10 ans, les gens entre guillemets se moquaient de toi, et maintenant on se rend compte que c'est un plus, c'est une force, quoi. Donc ça, c'est riche. Ouais, je dirais même que c'est indispensable pour pouvoir en tout cas mettre en lien tous les autres déterminants de la performance. Je pense que c'est important. Pour moi, c'est indispensable. Je suis pas sûr que ça soit indispensable pour tous. Il est pour moi, par contre, évident qu'à un moment donné, soit tu te plantes et t'arrives à ressortir. Enfin, tu vois, t'as une période de défaite, quoi, où t'es pas très bien. Ou soit t'as cette période de défaite qui est là et t'arrives pas à t'en sortir. Et dans ce cas-là, tu vas voir quelqu'un. Mais je sais pas si on a absolument, tu vois, je sais pas si c'est vraiment obligatoire, si je puis dire. C'est forcément un plus, mais si on y arrive et qu'on accepte surtout aussi de ces défaites et d'apprendre de ce qu'on fait, en étant honnête avec soi, et que on finit par s'en sortir, pourquoi pas. Et ça, tu penses pas que c'est plutôt ce qu'on pourrait appeler de l'éducation mentale? C'est-à-dire que ça s'apprend dès le plus jeune âge, et que finalement, si on a eu cette éducation, peut-être que après, sur le long terme, on a moins besoin finalement d'être accompagné mentalement, parce qu'on a déjà un acquis. Je suis d'accord avec ça, mais ça, pour en arriver là, je pense que tu vois, là, ce serait pour moi le stade 2, si c'est pas le 3 d'ailleurs en France, parce que pour ça, pour en arriver là, je pense qu'il faut que ça soit quelque chose qui soit compréhensible de tous. C'est-à-dire que ça, parce que tu vas avoir un psychologue, ou que tu vas avoir un préparateur mental, que t'as un problème en fait, ou que t'es fou, ou que j'en sais rien, comme beaucoup l'ont pensé, ou peut-être encore d'autres le pensent. Je pense que pour en arriver à l'éducation, au niveau de l'éducation, je veux dire, préparation mentale à ce niveau-là, il faut déjà que ça soit au niveau de la société quelque chose de beaucoup plus acquis que ça. Mais j'y crois fermement, ce que tu viens de dire, effectivement. Ouais. Ce serait grandiose d'ailleurs, parce que finalement, en fait, ce qu'on apprend, tu vois, moi j'ai appris des choses plus jeunes qui m'ont servi en tant qu'athlète plus tard. Ensuite, en tant qu'adulte, ce que j'ai appris dans mon sport, je le transfère dans mon boulot. Maintenant, je transfère un cumul de tout ça, et en plus j'ai pris de l'âge aussi. Je transfère dans ma boîte personnelle, parce qu'aujourd'hui je suis à mon compte. Et tu vois, en fait, toutes ces choses qu'on apprend nous font grandir, tu vois. C'est une expérience de vie. Alors imagine si dès plus jeune on nous apprend à être aussi confiant en nous. Enfin, ce serait vraiment magnifique. Enfin, je veux dire, individuellement, mais surtout collectivement, quoi. Bah écoute, espérons que certains nous écouteront et mettront en place des programmes à l'école, peut-être. Qui sait. Est-ce que pour toi l'enthousiasme,
c'est quelque chose qui est primordial pour le mental. L'enthousiasme. Je pense que je sais pas si c'est vraiment primordial. Par contre, une chose est sûre, c'est que quand t'as l'expression dit, le moral dans les chaussettes, les choses sont plus compliquées. Hein. Tu sens bien que là, il faut être persévérant, etc., etc. L'enthousiasme, ça peut que faire du bien, forcément. Ça ne peut que te booster. Quand tu... c'est... Après, est-ce que c'est fondamental? Je pense que tu as besoin d'être bien pour performer. Et par bien, j'entends être bien préparé physiquement et pour moi mentalement. Et j'entends pas forcément être en grande forme, c'est-à-dire que si tu as mangé quelque chose d'avarié la veille et que tu es malade physiquement le jour de ta compète, ça ne t'empêche pas de la gagner. C'est ce que j'entends par être bien, c'est vraiment être préparé. Après, si t'es heureux, si t'es bien, effectivement, si t'es enthousiaste, si les choses passent bien pour toi, tu vois, si c'est du positif, en fait, ça ne peut que te faire monter encore plus. Donc, ça sera pas négatif, en tout cas, c'est sûr. Est-ce que c'est une des bases? Je sais pas. Mais en tout cas, la joie, le bonheur, l'enthousiasme, par contre, toutes ces choses positives, en tout cas, ne font que du bien au mental et du coup te permettent d'être encore plus performant. Est-ce que, selon toi, pour être performant, il faut être connecté avec soi-même? En fait, je sais pas comment ça pourrait être autrement. Je suis en train de réfléchir, je suis en train de me demander, ouais, effectivement, moi, les périodes où c'était la misère au niveau résultat, où j'étais vraiment pas bonne, j'étais pas connectée avec moi-même. Justement, je faisais un peu n'importe quoi, ou des périodes de vie difficiles, tu vois, de deuil et autres. Je pense pas, en fait, comme beaucoup d'athlètes, alors je sais pas si on appelle ça un sixième sens, mais en tout cas, moi, j'ai développé cette aptitude à sentir un peu les gens, tu vois, les gens qui vont te saouler, les gens qui vont être sympas, ou les gens qui vont te faire une sale crasse, si je puis dire ça comme ça. On sent un peu les gens quand même à force. Et puis, ou apprendre, tu vois, avec le sport aussi, et puis l'escrime, c'est un sport qui se joue à quelques dixièmes de seconde, donc à prendre des décisions au bon moment et quelle décision prendre aussi, tu vois. Et je pense que en fait, si on n'est pas connecté avec soi-même, je pense que ça peut pas fonctionner. Moi, les fois où je ne l'ai pas été justement, des périodes de vie difficiles, pour moi, ça va pas fonctionner. Justement, le sport te permet de développer une espèce de sixième sens qui te permet de sentir un peu plus les gens, quels qu'ils soient. Et puis encore une fois, tu vois, l'escrime, c'est un sport qui se joue à quelques dixièmes de secondes. Et parfois, on a toujours besoin de prendre une décision parce qu'on tire avec un adversaire en face de nous. C'est un sport de combat quand même. Et ensuite, on a besoin de prendre une décision au bon moment. Si vous n'avez pas cet instinct, si vous n'êtes pas en connexion, votre énergie n'est pas présente. Enfin, l'instinct, il va pas être là, quoi. Vous n'allez pas sortir la parade qu'il faut quand l'adversaire va venir. Si vous n'êtes pas, en vous-même connecté, pour moi, ça peut pas fonctionner. Et ça, quel que soit le sport, je pense. Et oui, je pense que c'est important d'être connecté avec soi-même, en tout cas pour être performant et pouvoir sentir les choses, comme tu dis. Est-ce que ta confiance en toi, tu l'as acquise dès le plus jeune âge ou elle s'est construite avec le temps? Elle s'est construite avec le temps. Moi, quand j'ai commencé l'escrime, j'ai commencé très jeune, j'ai commencé vers 4-5 ans, et 4 ans, et quand j'étais un peu plus jeune, plus âgé, plus âgé, je veux dire 7-8 ans, on va pas s'emballer, mais j'étais assez mauvaise, j'avais vraiment de mauvais résultats, et en fait, j'ai appris, j'avais aussi des frères qui faisaient de l'escrime, donc ça c'était bien. On a discuté un peu, je comprenais pas trop encore ce que c'était la visualisation, mais avec le temps j'ai compris ce que mon frère voulait me dire. Donc il y a des choses que j'ai appris petit à petit avec mes frères, aussi avec nos entraîneurs, et puis j'ai commencé à faire de meilleurs résultats. Tu vois, quand je te dis que j'étais pas bonne, j'étais vraiment pas bonne, j'étais parmi les dernières, mais ça m'éclatait, c'est un sport qui m'éclatait. Et puis un jour, en discussion, on a essayé des trucs, et puis le déclic, bam, je crois que c'était mon premier podium où j'ai dû faire 2, où j'ai dû gagner. Je crois que j'avais gagné, je devais avoir 8-9 ans, et c'était ma première victoire qui m'avait marqué. Et en fait, avec le temps, on apprend pas mal de techniques. On apprend justement la visualisation, on apprend à se plonger dans ce qu'on sait faire, à se parler intérieurement. Je pense que on évolue avec le temps, on évolue tous, on grandit. Donc si votre
mental ou votre préparation mentale ou votre fort intérieur, vous le travaillez pas, enfin, c'est impossible qu'ils ne grandissent pas, quoi, avec vous. Et oui, tu me disais que du coup, avant de construire tes victoires, tu avais essuyé beaucoup d'échecs. Est-ce que selon toi, il faut se donner du coup le droit à l'erreur pour pouvoir atteindre des performances? Alors là, pour moi, cette question est totalement simple parce que dans le sport, l'escrime, il y avait 3 places sur le podium. Le premier, le deuxième, le troisième. On est des centaines en compète. Ce qui est sûr, c'est qu'on sera plus nombreux à ne pas être sur le podium que sur le podium. Donc oui, effectivement, inévitablement, en fait, on se vautre, on peut se vautrer. Après, ça dépend aussi de ce qu'on fait de ces. Pour moi, c'est pas tant le fait de la défaite ou de l'échec. Ce qui est important, c'est ce qu'on en fait, quoi. C'est est-ce que tu restes dessus, tu pleures dessus, tu n'apprends rien, tu refais la même chose, ou est-ce que t'apprends, tu grandis et puis tu te dis je me suis vautré et puis qu'est-ce qui n'a pas été, pourquoi je me sentais bien et pourtant ça n'a pas fonctionné. L'objectif, maintenant les jeux c'est dans 3 mois. Ok, il faut que je change un peu comment dirais-je. La vision, enfin peut-être pas la vision, l'axe en fait, il y a des choses à changer, quoi, tout simplement. Mais oui, inévitablement, t'as des échecs. En plus, le sport, si je parle de sport, t'as aussi des blessures. Moi, j'ai été pendant un moment, j'ai eu beaucoup de blessures, mais aussi par choix parce qu'en fait, j'ai été malade et puis on m'a recommandé, après ma tumeur, on m'a recommandé en tout cas d'arrêter la pratique sportive. Mais j'étais, pas têtu, mais on va dire opiniâtre. J'ai continué, donc effectivement ça a pété un peu partout, mais oui, les blessures font aussi partie de la vie de l'athlète et on peut aussi par moments les voir comme des échecs ou des freins en fait, tout simplement. Mais quoi qu'il en soit, oui, sans tout ça, sans toutes ces choses en fait, t'avances pas. Si tu passes ton temps à rester sur ces défaites, je pense qu'il faut peut-être que tu penses à faire autre chose parce que ça marchera pas en fait. Et oui. Tu disais tout à l'heure que l'escrime c'était un peu un sport bourgeois, que tu avais eu la chance du coup de pouvoir y accéder et que du coup qu'il y avait peu de noirs en fait qui accédaient à cette discipline. Alors si je trahis pas ton discours, est-ce que tu as dû t'affranchir du regard des autres dans ce sport? Oui, mais en fait alors, je peux pas dire que j'en ai rien à faire de ce que pensent les autres, parce que je vis pas seule, je vis dans une société et que j'ai envie de faire j'essaie de mener des projets impactants, notamment pour la jeunesse par exemple. Mais il est sûr qu'à un moment donné, quand j'ai quitté la Guadeloupe et que je suis arrivé à Bordeaux, ça a été compliqué. J'étais pas entouré que de mes copines, d'ailleurs c'était pas le cas, mais c'était le jeu. Je savais pourquoi j'étais là, je savais pourquoi j'étais parti à 8000 km, je savais pourquoi je rentrais pas le week-end forcément, je savais pourquoi parfois j'étais seule dans tout l'internat de Bordeaux, mais c'était pas grave, quoi. Après, il est arrivé d'être en compète et de tomber sur des gens, sur des racistes, mais encore une fois c'est une question de société. Donc ensuite je suis c'est en plus la période où j'ai su que en fait j'étais homo, donc ça aussi c'était pas simple et puis les gens ont parfois des comportements changeants le jour où ils comprennent que vous êtes homo, comme si parce que vous êtes une femme je vais vous sauter dessus. C'est un débile, mais bon, c'est après l'humain et ses peurs, c'est assez drôle parfois. Donc à un moment donné, quand vous savez qu'il y a des gens qui ne veulent pas forcément du bien ou que parfois ils veulent prendre votre place parce que vous les dérangez, vous êtes obligé à un moment donné d'éviter ces gens-là. Vous êtes obligé de ne pas tenir compte d'eux parce que sinon non seulement ils vont vous ralentir dans votre projet, en plus ils vont peut-être même vous éloigner de votre objectif final et il n'y a pas le choix en fait. Et puis vous savez pourquoi vous êtes là. Vous êtes là. Enfin moi quand je suis parti, c'est très clair. Je suis parti pour une médaille olympique. Je sais que mes parents se sont sacrifiés. Il y a des choses que ma famille a fait pour que j'en arrive là aujourd'hui. Et ça, je peux pas l'oublier. Donc perdre du temps avec des gens qui peuvent me traiter de sale noire, sale lesbienne, je trouve ça un peu débile. Oui, je suis noire, je suis lesbienne, et sale, non, je me douche tous les jours, je trouve ça complètement débile. J'ai pas de temps à perdre avec ces conneries, donc à un moment donné, on n'a pas le choix.
C'est juste ça. Et puis c'est pas grave, ce sont ces gens qui perdent leur temps et leur énergie au final. Effectivement, comme tu dis, ils perdent leur temps et leur énergie. Ça m'amène à te poser une question. Comment faire pour y croire quand personne n'y croit? Ça n'a pas de grande importance que d'autres n'y croient pas en fait. Ce qui est important, moi dans un projet, enfin encore une fois, ce sont des choses que je sors de ce que j'ai appris du sport et que je transpose du coup dans ma vie active professionnelle. Mais concrètement, quand vous avez un objectif et qui est grand, comme à 16 ans vous vous dites je veux faire les Jeux et je veux revenir avec une médaille olympique en Guadeloupe. Moi, j'appelle ça un objectif grand, surtout à 16 ans. En fait, quand vous en parlez, ou d'ailleurs vous n'êtes pas obligé d'en parler, effectivement, les gens peuvent en rire. Et c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous ayez votre objectif. Moi, j'avais mon objectif. Je savais où j'allais, donc je savais ce qu'il fallait que je fasse donc il fallait que je travaille. Et surtout, le plus important, je croyais en cet objectif-là. Donc que d'autres y croient ou pas, j'en avais rien à faire. Et puis, par-dessus tout, j'étais bien entourée, parce que pour moi, c'est encore aussi, ça fait partie de la clé. Avoir un objectif, en 1, y croire en 2, et en 3, être super bien entouré, quoi. Moi, j'avais ma famille, c'est encore le cas, hein, mais en tout cas, sur ce premier projet rêve qui est assez important, j'avais ma famille et mes amis, et c'était ça le plus important. Donc, bien sûr, je suis tombée sur des gens qui n'ont pas cru en ce projet-là ou en d'autres projets. Et puis surtout, à 16 ans, dire je veux être médaille olympique, je peux vous assurer qu'il y a des gens qui rigolent, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous soyez en paix et en phase avec ce que vous vouliez. Donc ça veut dire aussi bosser pour y arriver, quoi. Mais ça vaut le coup. Bon, en tout cas, je vois que quoi qu'il arrive, tu restes toujours positive. Quels sont tes conseils que tu pourrais nous donner pour être toujours positif au quotidien, malgré les difficultés? Je veux pas dire que ce serait mentir de dire que je suis positif au quotidien. Et puis j'ai pas l'intention de mentir. Donc, par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai des objectifs. J'ai eu des objectifs sportifs. Maintenant, j'ai des objectifs professionnels. J'essaie de m'y tenir. Et puis surtout, en fait, moi, tout ce que j'ai fait, qui a été important ou impactant en tout cas dans ma vie, hormis c'est peut-être 2-3 dernières années où bref, je dirais que ce qui marchait en fait, c'est qu'il y ait du sens. Et comme il y a du sens, en fait, il y a de la joie. Et comme il y a de la joie, voilà, on arrive quand on fait quelque chose qui nous plaît, qui nous fait kiffer, qui nous fait nous lever le matin. En fait, on est bien, quoi. On est bien et il y a de la joie, il y a du bonheur. Après, il y a des jours où on n'a pas envie, mais il faut quand même y aller. Je ne dirais pas que je suis positive au quotidien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que le plus important, c'est d'avoir un projet qui ait du sens pour soi. Voilà. En tout cas, si t'es pas positive au quotidien, en tout cas, tu restes motivé au quotidien. Ah, par contre, ouais. Du coup, est-ce que tu te fixes des défis quotidiennement? Non, je pense que pareil, je pense que ça vient du sport aussi. Voilà, il y a une Olympiade, c'est dans 4 ans, ok. Donc dans 4 ans, je suis là. Dans 3 ans, il y a ça. Il y a 2 ans, il y a ça. L'année prochaine, il y a ça. Dans 6 mois, il y a ça. Dans 3 mois, tu vois. Je marche par grandes phases. Et ensuite, là, tu vois, sur mes objectifs, là, j'ai un truc en juillet, un gros truc en septembre. Enfin, des produits que je vais sortir, des services ou des trucs du genre. Et en fait, je me fais mes objectifs sur l'année, et après, je fais mes objectifs à la semaine, en fait, plutôt qu'à la journée. J'ai pas de challenge particulier. Voilà, j'ai des grosses dates. J'ai un planning, un truc visuel. J'ai des grosses dates et je sais voilà le temps qu'il me faut pour ces objectifs-là. Je sais comment y aller. Je sais que ça va être challengeant. Je sais que voilà, je vais peut-être un peu moins dormir alors que je sais que c'est important de se reposer. Par contre, pour moi, maintenant que je suis à mon compte, l'équilibre. Ah ouais, travailler jusqu'à 23h minuit, c'est fini. Essayer de pas bosser le week-end, ça c'est super important. Donc, m'éclater.
Mais ouais, tout ça quoi. Bon, en gros, t'es en train de nous dire qu'il faut avoir un plan pour réussir. Bah, pour moi, il faut un plan pour tout. Mais encore une fois, mais je sais pas si c'est un défaut, mais le sport, c'est comme ça que, en fait, quand vous êtes sportif pro et que vous êtes dans un sport olympique, votre carrière sportive est rythmée tous les 4 ans par une Olympiade. Donc à partir de là, voilà, vous avez 4 ans pour être médaillé ou pas médaillé. Vous avez ensuite 1 an pour être championne du monde, championne d'Europe, championne de France. Vous avez 30 jours pour être vainqueur de la Coupe du Monde. Et pour ça, il faut bosser tous les jours. Donc pour moi, c'est cette façon de faire avec des plans à grands horizons, moyens et court terme. Je les transpose toujours comme ça dans ma vie professionnelle, mais parce que j'ai appris comme ça avec le sport et que j'ai été quand même plus de 20 ans en équipe de France. Aujourd'hui, j'en ai 40. J'ai quand même passé plus de temps à faire du sport, puisque plus de 25 ans, plus de temps à faire du sport que à travailler sur le plan professionnel. Donc, c'est aussi mes repères habituels, quoi. Dans tous ces moments sportifs et maintenant aussi professionnels, est-ce que ça t'arrive de connaître de la pression ou du stress? Ah ouais, totalement. Par exemple, dans mon ancienne boîte où je bossais avec l'AS Monaco ou Roland Garros, le dernier gros sujet que j'avais, le dernier Roland Garros en octobre. Ouais, il y a beaucoup de pression, c'est challengeant. En plus, c'est la data science. Enfin, c'est des milieux où il y a pas tant de femmes que ça non plus. Enfin, il y en a, mais pas. Enfin, il y en a, oui. Il y en a un peu moins, ce que je veux dire. Et puis, ce sont des clients exigeants. Donc, on a besoin d'être le plus efficace possible. Je sais qu'une période, moi, je l'étais pas très clairement. Oui, ça demande de l'exigence tout le temps. Mais ce qui est bien, c'est que le sport vous apprend ça aussi. Parce que vous pouvez pas être médaillé olympique si vous vous entraînez une fois de temps en temps. Si au moment d'aller vous entraîner, vous dites j'ai pas envie et que vous mettez sous la couette et pour regarder une série, vous faites du Netflix à fond toute la journée, ça marche pas. Ça marche pas si vous vous dites j'ai pas envie, j'y vais pas, ou je suis un peu grippé donc j'y vais pas. Si vous ne faites jamais l'effort de dépasser vos limites naturelles ou de sortir un peu de votre cadre, ça peut juste ne pas fonctionner. Donc et tout ça, c'est une forme d'exigence et même de respect de votre projet et de respect des autres aussi, parce que les autres s'investissent pour votre projet, pour la réussite de votre projet. Votre kiné, votre je sais pas, ou votre manager par exemple, si vous êtes dans une boîte. Mais et aussi, quand je parle de respect des autres, là, l'escrime, c'est un sport de combat. On a besoin des autres pour avancer, pour grandir, pour réussir. Et du coup, ne pas y aller ou ne pas s'entraîner sérieusement, c'est aussi un manque de respect pour eux, quoi. Donc c'est pas, il faut de l'exigence. C'est inévitable, quel que soit le projet. Mais par contre, il faut aussi vraiment prendre le temps de souffler. Ce que je faisais beaucoup moins ces dernières années au point de vue professionnel. Souvent, on dit que pour avoir une force mentale, il faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses? Rien lâcher. En fait, je pense que ne rien lâcher, j'en sais rien. Je crois que des fois, on n'en peut plus. On est fatigué physiquement, psychologiquement, donc il peut nous arriver de craquer. Par contre, encore une fois, que tu sois blessé, enfin que tu sois malade parce que tu as mangé quelque chose de pas très bon pour toi la veille, que tu sois pas en forme, que tu sois j'en sais rien, pas en forme physiquement ou mentalement. Pour moi, je pense que c'est quand même plus important d'y aller à fond, quoi. C'est-à-dire que si tu perds un match d'escrime 15-3 mais que tu t'es battu à fond, ouais, 15-3, ça fait quand même 12 touches, c'est sûr. Tu t'es fait ramasser. Mais ça fait partie du jeu, en fait, parce que malgré tout, tu t'es battu et ce jour-là, t'as vraiment pas été bon ou bonne et tu es tombé surtout sur quelqu'un de plus fort que toi. Par contre, si tu perds un match 15-3 ou 15-15 ou 15-14 ou même que tu gagnes un match sans t'être donné à fond, c'est un peu triste, quoi. Et sans rien lâcher, donc c'est plutôt côté défaite, je dirais ouais, c'est pas terrible parce qu'en fait tu vas rien apprendre, quoi. Tu vas rien apprendre, tu vas pas grandir, tu te serais pas fait mal physiquement ni mentalement et du coup
tu serais peut-être en mesure de reproduire ce problème-là. Et le jour où tu seras dans ta compétition de prédilection, en fait, ton gros challenge, que ce soit les Jeux, ou les mondes, ou les Europes, ou peut-être les championnats de France, ou je sais pas, ou le championnat départemental d'Île-de-France, j'en sais rien, quel que soit le niveau, en fait. Le jour où tu seras face à toi, ce jour-là, tu risques de te faire mal. Et je parle pas de physiquement, je parle de mentalement, parce que comme tu n'auras pas bossé avant, finalement, tu auras lâché l'affaire à des moments où il fallait pas le faire. Tu risques de te vautrer, en fait. Ça sera un peu dommage. Tout à l'heure, tu nous disais que tu aimais bien transférer ce que tu avais appris auprès de la jeunesse. Voilà. Si tu devais donner des conseils à la jeunesse qui va écouter ce podcast, qu'est-ce que tu leur dirais? Pour moi, il y a des choses essentielles, donc je partirai sur l'essentiel, c'est-à-dire que si vous avez un projet, ce qui est important, c'est que vous y croyez. Que votre prof n'y croit pas, ce qui était mon cas par exemple, mon prof de sport, ma prof de sport qui m'a dit mais toi tu vas faire ça? Non mais n'importe quoi. Mais et tu vois là j'ai 40 ans, c'était au collège et j'ai pas oublié en fait cette phrase, c'est marrant mais toutes ces personnes en fait elles font des projections, elles s'imaginent des choses pour vous, pas se bloquer ou s'arrêter parce que des gens ont choisi des réponses ou des solutions pour vous. Vous avez envie de faire votre truc, il faut y croire personnellement et puis vous lancer en fait. Donc pour moi c'est ça le plus important, avoir un projet, y croire, quel que soit ce que les gens en pensent, et que si les gens n'y croient pas, arrêtez de peut-être d'échanger avec ces personnes-là sur ce sujet-là parce qu'ils vont vous ralentir en fait. Et le deuxième truc c'est vraiment il faut bien s'entourer. Si y a la famille, c'est important, les amis aussi, mais il faut bien s'entourer. Il y a un moment donné, en fait, quand on arrive à un niveau important, on va forcément déranger les gens, en fait. Quand on est en compète, on est des centaines. Quand on est en pôle espoir, pôle France senior, etc., on est une dizaine, vingtaine, enfin quinzaine. Et quand on est en équipe de France, on est peut-être un groupe de 6, 8 max. Quand on est au jeu ou au monde, on est 4. Donc très clairement, vos copains vont aussi devenir vos coéquipiers, mais aussi vos adversaires. Et malheureusement, dans le sport comme dans la société, on n'a pas tous un comportement très propre ou très sympa. Donc à certains moments, parfois les gens sont envieux. Donc ayez un objectif. Il faut vous croyez en votre objectif, entourez-vous bien parce que c'est à tout moment on peut tomber sur des gens, ça peut déraper, on sait pas. Et puis pour moi c'est la base quoi. Faites-vous confiance. Ouais, c'est important. Faut s'écouter intérieurement. Bon, en tout cas, j'espère qu'ils suivront tes bons conseils. Pour terminer ce podcast, si tu devais nous donner une citation qui t'inspire et qui te guide chaque jour. Alors, qui me guide chaque jour, j'en sais rien. Je suis pas très citation. Il y en a quelques-unes qui me parlent, etc. Mais il y en aurait tellement dans ce cas-là que ce serait compliqué. Mais ce qui est important aujourd'hui pour moi, et ça, je l'entends vraiment de plus en plus, parce que je retouche à nouveau à cette sensation de plénitude et de bonheur quotidien et c'est vraiment très bon. Mais pareil, tu vois, finalement j'ai plusieurs objectifs parce que j'ai plusieurs projets en ce moment, mais il y a du sens en fait dans ce que je fais. Voilà. Donc essayez de trouver votre sens, dans ce qui vous anime en fait, votre why comme on dit assez souvent, et vous verrez la vie sera smooth, quoi. Tout sera tout simple, les choses seront évidentes, les projets seront évidents, et puis même les personnes que vous fréquentez aussi pour lesquelles ça sera vraiment évident pour le coup. Donc je suis désolé, mais là côté citation je peux pas. Je bosse en touche, mais essayez de trouver votre sens pour vous éclater dans la vie, c'est super important. Et la deuxième chose, parce que pour moi c'est quand même super important, c'est n'oubliez pas de redonner, de partager avec les autres. Elle est là la citation. Donc, elle est là, ça sera la tienne. C'est cool. Bon, merci beaucoup Sarah pour cette interview et je te souhaite plein de bonnes choses pour tes projets à venir sur le plan professionnel. Merci beaucoup et puis bonne continuation pour ton podcast, c'est vraiment cool, c'est bien de pouvoir en parler et
je dirais pas dédramatiser, mais de rendre le sujet, je dirais pas anodin, mais tu vois, commun, voilà. Parce que c'est important pour nous, c'est important pour les prochaines générations, c'est important pour les sportifs, c'est important pour les entrepreneurs, c'est important pour tous. En fait, ça a du sens, donc c'est important. Merci. Super, merci pour tes encouragements. À très bientôt. À très bientôt. Ciao. C'était Parlons de votre mental, votre podcast pour explorer les ressources psychologiques et outils de préparation mentale utilisés par nos invités, qui j'espère t'auront inspiré pour les expérimenter dans ton quotidien. Si toi aussi tu souhaites partager tes expériences et comment tu t'y prends pour booster et muscler ton mental, n'hésite pas à me contacter. Et si tu as apprécié ce podcast, je t'invite à le liker, laisser un commentaire et à le partager.